Well, hello! En direct des bureaux d'Urbania, vous écoutez Bitchologie, un podcast de Vanessa Destinée, en collaboration avec l'entreprise fondée par Philippe Lamarre. Bitchologie, c'est le seul balado où on peut parler des dossiers Epstein, de capitalisme tardif, et ensuite enchaîner avec une analyse très sérieuse sur les affreuses robes satinées à fleurs d'Anna Wintour qu'elle porte depuis genre 1999. Et si je name drop Anna Wintour live, c'est pas anodin, hein? C'est prémédité. Oh oui. C'est parce qu'on est dans la frénésie du Met Gala 2026. Mais là, avant de plonger dans la description des looks et des corps ultra maigres, en mode héroïne chic, mon amour, qui vont me faire dire des choses potentiellement regrettables, qui me vaudront d'être cancellées sur la place publique par des cégepiens chronically online, faut que je vous briefe un peu. Vous dire pourquoi vous et moi sommes ici. Pourquoi je fais ça? Pourquoi la culture pop mérite qu'on s'y attarde avec autant de sérieux et avec autant de mauvaise foi assumée. Bitchologie, c'est un rendez-vous, OK? C'est une date périodique avec la culture pop, un moment pour se mettre à jour, pour regarder ensemble ce qui se passe, mais surtout pour comprendre, je dirais, ce que ça dit de nous, culturellement, sociétalement, humainement. Ah mon Dieu, c'est cringe. Parce que la culture pop, c'est pas juste du divertissement, OK? C'est un espace où se jouent et rejouent des rapports de pouvoir, des tensions sociales, des dynamiques politiques. J'ai un chat dans la gorge. On peut garder ça au montage. C'est authentique. On aime ça, l'authenticité. Et aujourd'hui, toutes ces frontières-là entre rapports de pouvoir, tensions sociales, dynamiques politiques, elles ont complètement éclaté. C'est une passoire. Pire que le chemin Roxham. Et là, je ne veux pas dire chemin Roxham 3 fois parce que PSPP apparaît. On vit dans un monde où la politique ressemble à une télé-réalité, où les personnalités publiques vont naviguer en toutes sortes de dynamiques, l'influence, la célébrité, le pouvoir institutionnel. Un monde où les scandales, les alliances improbables et les récits médiatiques s'entremêlent au point de devenir fucking absurdes. Moi, je le dis et je le redis. Antoine, tu m'écoutes? Antoine à la caméra, salut. Qu'on m'amène un chapeau en aluminium, je m'en fous. Une camisole de contention, je m'en calisse. Je vais le dire pareil. On est tous morts en 2020 et depuis, on vit dans une simulation, OK? Parce que dans quel monde Justin Trudeau, notre ancien PM, là, canadien, dans quel monde il est rendu un jeune retraité habillé comme un fuckboy du Myland? Comme j'ai déjà daté 8 gars qui ressemblent à Justin Trudeau, là, depuis qu'il vit sa best life avec Katy Perry. Katy Perry, qui a récemment été accusée d'agression sexuelle par Ruby Rose. Ruby Rose! Qu'est-ce que j'ai dans la gueule? Je sais pas. Ruby Rose, une fille connue pour son rôle de chaude lesbienne dans Orange is the New Black, la série qui a inventé la diversité dans les années 2010. Unité 9, Wishes. Dans quel monde? Dans quel monde on vit? Pour vrai, dans quel monde Donald Trump, un potentiel pédo, il est rendu à chiller avec Nicki Minaj, une rappeuse, elle-même en couple avec un sex offender? Dans quel monde? J'ai été hantée, Antoine, OK? Hantée! Vous m'entendez? Par la fucking main manicurée avec un fresh set, OK, de Nicki Minaj, qui tient celle toute parcheminée dégueulasse, badigeonnée de fond de teint, pas de la bonne couleur, évidemment, sur la main de Donald Trump, OK, pour cacher sa grosse marque de vieillesse dégueulasse noircie, qui est en tout point similaire à celle qu'il y avait sur la main de la reine Élisabeth II avant qu'elle meure, OK? T'as-tu vu, Antoine, la main de Donald Trump? Comme la grosse tache noire noircie. T'as-tu vu cette photo-là de Nicki Minaj qui tient sa main? Arc! Obscène! Jail! Malheureusement pour nous, Trump est pas tuable, même s'il boit 6 cokes par jour, dans lesquels personne semble pressé de verser du poison à rat. What are we doing, guys? Pourquoi son passage sur Terre s'éternise? Why? Comment ça se fait que tous les tueurs... En tout cas, bref, je vais pas embarquer là-dedans. On va savoir une mise en demeure. Anyway, à un moment donné, on regarde tout ça et on se dit... What the actual fuck? Moi, c'est ce que je me dis depuis 2020, OK? Depuis mars 2020, what the actual fuck? Parce que la culture pop, c'est plus juste périphérique, c'est plus juste en marge de notre compréhension du monde, c'est central dans nos vies, OK? Les influenceurs, là, c'est rendu des acteurs politiques. Hashtag Olivier Primo. Les créateurs de contenu deviennent des sources d'information.
Shout out à Farnell. Les figures issues de la télé-réalité flirtent avec des ambitions politiques. La plus récente annonce concerne Spencer Pratt de la série The Hills. T'as-tu connu ça, Antoine, la série The Hills, OK? C'était comme le rendez-vous des Basic Bitch en genre 2005. Donc, c'est-à-dire moi. Basic Bitch, je parle de moi-même, là. Je m'auto-cite, OK? Donc, c'est le mari de Heidi Montag, rival de Lorraine Conrad ou ami de Lorraine Conrad, j'ai jamais su. Spencer Pratt, donc, se présente à la mairie de Los Angeles. Why? Why? Et aussi, what a time to be alive. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que malgré tout ça, la culture pop continue de passer pour un truc superficiel, comme si c'était pas important. Et pourtant, je sais pas à quel moment au Québec on a décidé que la culture pop, c'était pas un sujet sérieux. Pour moi, là, personnellement, ça a toujours été un incontournable. I'm a girly pop. Je suis fière de l'être. OK? Très assumée. J'ai grandi dans un environnement où la culture pop était omniprésente. Pour moi, c'était une porte d'entrée sur le monde. J'en ai déjà parlé dans des entrevues, dans les médias. J'ai grandi devant la télévision avec des parents absents qui s'en calissaient de moi. OK. C'est pour ça que là, je suis en mode carence affective et que je vous parle en ce moment. Je me donne en spectacle, je me mets en scène. J'ai besoin d'amour, des baisers, des caresses, j'en veux tous les jours. C'est comme ça. Laurie, non? La ref, t'as pas la ref, comme disent les millénarios. OK, en tout cas. Bref, chez nous, on était des grands consommateurs de musique, de télévision, de cinéma, de gala. Moi, j'écoutais religieusement les MTV Music Video Awards. Et ma belle-mère, donc la blonde de mon père, elle avait genre 10 ans de moins que lui, puis elle consommait énormément de contenu américain. Elle écoutait tout le temps Entertainment Tonight, Access Hollywood. Elle avait grandi dans un environnement multiculturel, là, dans une école protestante. Puis là, pour ceux qui ne savent pas, là, à l'époque, on mettait toutes les ethnies ensemble, okay? Comme Sonia Benezra, mettons. À l'époque, le Québec était semi-ségrégé, je vais le dire comme ça, okay? À défaut d'un meilleur terme. T'étais blanc francophone, t'allais dans une école d'héritage catho dans le réseau public. Mais si t'étais une ethnie ou un anglo qui parlait français, tu te ramassais dans les écoles protestantes, OK? Et là, t'avais comme toutes les ethnies ensemble. Les Vietnamiens, les Grecs, les Italiens, les Noirs, les Juifs aussi, tu sais, qui étaient là. Et là, comme beaucoup de jeunes de la diversité qui se sentaient en marge de la société québécoise pure laine, puis qui se reconnaissaient pas dans la télévision québécoise de l'époque, puis là, on parle du début des années 80, mettons, ben ma belle-mère, elle s'était tournée vers des réseaux anglophones, OK? Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle regardait Degrassi, First Generation, OK, en anglais. Elle écoutait Seinfeld, elle écoutait Friends, elle écoutait The Fresh Prince of Bel-Air, tout ça en anglais. Elle écoutait du Run DMC, Jay-Z, Diddy, Dave Chappelle, Chris Rock. Et là, comme elle allait à l'église, il y a certaines choses qui passaient un peu moins, hein. On était dans les rôles stéréotypés, féminins, très genrés, hétéronormatifs. Donc, le pussy rap de Lil' Kim, ça jouait pas tant que ça, mettons. Les gars avaient le droit d'être vulgaires, mais pas tant les femmes, OK, c'est ça. Mais bon, elle écoutait quand même Salt and Pepper, Queen Latifah, Mariah Carey. Donc, tout ça, c'est la culture dans laquelle j'ai baigné. La table était mise pour mon enfance, OK? Moi, je suis une enfant de Musique Plus. Puis là, je sais, tout le monde au Québec est un enfant de Musique Plus. Là, non, mais attendez. Moi, je suis de la génération du millénaire, donc je suis la génération plus sur commande. On était dans l'explosion de la télé-réalité, du contact direct avec les vedettes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La famille Osborne à la télévision, The Simple Life avec Paris Hilton, Nicole Richie, mais aussi Dans la peau de. Et ça, c'était ma série télé-réalité préférée à vie. Tu sais, on pognait des jeunes, on les réunissait, puis ils réalisaient un vidéoclip de leurs vedettes préférées. On allait les chercher chez eux, hein, pour qu'ils réalisent un vidéoclip de leur vedette préf. C'est incroyable. En tout cas, il y a eu par la suite Mixmania, il y a eu Star Academy, American Idol, So You Think You Can Dance. Donc, plein d'émissions de télé-réalité avec des moldus, avec du monde ordinaire, avec du monde qui me ressemblait. Et nous, on se ramassait à commenter ces émissions-là sur l'heure du midi, en gang, entre amis, comme si c'était des débats politiques. On écoutait religieusement Maury. Maury, c'est genre un Jerry Springer super trash de la télé. On écoutait ça à la cafétéria. Il y avait une télé dans notre cafétéria, puis on écoutait ça, puis on commentait ça à l'école. C'était aussi le début des réseaux sociaux. En 2007, quand Facebook devient genre public et international, moi, j'ai 17 ans, OK? Je suis en secondaire 5 et la dernière journée, on signe nos albums de finissant puis on s'ad sur Facebook. Vous voyez le genre?
Ça, je dis ça là, pour mes collègues de la génération X et aussi pour la génération Z qui comprennent pas c'était quoi exactement là, cette époque d'effervescence. Mon adolescence, c'était aussi l'apogée des paparazzis, de la surexposition des célébrités et aussi de l'émergence du patinage en ligne avec des figures comme Perez Hilton. Si je te dis Perez Hilton aujourd'hui. Ah, tu sais c'est qui quand même? On t'a étudié en relations publiques, marketing, publicité, tout ça là. Bon, monsieur, communication, politique, société. C'est pas le meilleur public. Là. Amenez-moi un sombre idiot là, pour me donner la réplique. Antoine est trop intelligent. Bref, tout ça a façonné ma façon de voir le monde. Et plus tard, en devenant journaliste, en étudiant en relations internationales, j'ai réalisé que cette intuition-là, que la culture pop était un espace de pouvoir, était non seulement valide, mais aussi essentielle. Parce que la culture pop, c'est ce qu'on appelle dans mon milieu d'études le soft power. C'est de l'influence. C'est des valeurs qu'on véhicule à travers notamment Hollywood. C'est pendant longtemps, les États-Unis ont eu le monopole sur la culture, mais maintenant, c'est autant des dramas coréens, de l'afrobeat du Nigeria, le reggaeton de la Colombie, des cinéastes mexicains. Donc aujourd'hui, tout ça, ça a éclaté. Fait que c'est effervescent, ça n'arrête pas. Moi, le déclic, je l'ai eu pendant le conflit entre Kendrick Lamar et Drake. Ok, c'est fucking random, mais suivez-moi là. Depuis le début là, ça va de c'est très brouillon, la bitchologie, là, vous allez comprendre. Je sais pas si vous en rappelez de ce conflit-là, ce beef-là entre ces deux rappeurs, mais c'était la cohue, OK? Personne comprenait ce qui se passait. T'sais, pour un public pas habitué d'écouter du rap sur les radios commerciales qui boudent constamment le rap, de comprendre l'impact culturel de Drake, de Kendrick, c'est pas toujours évident au Québec. Et moi, j'ai pris le temps de vulgariser le tout en stories sur Instagram. Là. J'ai fait pour vrai une trentaine de stories. Tu sais, quand tu ouvres ton téléphone, puis là, tu vois là, les stories de la personne, puis c'est comme... Plein de petites lignes, c'était moi. Puis la réaction a été immédiate. Les gens voulaient comprendre, les gens voulaient suivre, les gens étaient prêts à me payer pour ce type de contenu. J'ai reçu 300 $ sur le site Buy Me a Coffee pour me remercier d'avoir vulgarisé un beef de rap. Et c'est là que j'ai compris que j'avais trouvé ma famille, OK? Fait que j'ai décidé que ça valait la peine de créer un espace pour prendre la culture pop au sérieux, en respectant l'intelligence du monde, puis en étant lucide, critique et un peu biatch, je l'avoue. Alors c'est ça, bitchologie. Au commencement, des chroniques écrites. Aujourd'hui, un balado. Demain, le monde! Je pensais pas que j'allais avoir un trémolo dans ma voix en le faisant. Je pensais que ça allait sortir comme un son vraiment clean. Puis là, c'est super cringe. En tout cas, dans mon texte, j'ai oublié de insérer un rire machiavélique. Comme si on était dans Minus et Cortex. OK. Fait que bitchologie, c'est quoi? C'est une esthétique assumée, inspirée des années 90 dans le logo. Vous allez le voir. Clueless, Lizzie McGuire, Télétoon, les Razmoquettes. J'ai par contre demandé un moratoire sur le turquoise et le vert lime à notre graphiste Kev. Not Today, Satan. Sinon, on a une artiste québécoise que j'adore, formidable, Kaya Oaks, une icône in the making qui m'a fait le grand honneur de mettre ses beats d'hyper pop au service de bitchologie, mon bébé. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas mal le cue pour écouter ce jingle qu'elle m'a créé sur mesure en version intégrale. C'est 30 secondes de pure joie. Là. Je dis 30 secondes parce que je veux que vous restiez à l'écoute. Allez, on part ça maintenant. Jingle! I'm back! Parce que là, notre objet d'étude pour ce premier épisode, notre terrain de jeu, c'est le Met Gala 2026. Le Met Gala, pour celles et ceux qui vivent une vie équilibrée loin d'Internet, c'est essentiellement le Capitole des Hunger Games, OK? C'est toujours le premier lundi de mai, une soirée de levée de fonds pour le Metropolitan Museum of Art à New York, organisée par la papesse glaciale de la mode, la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. Une soirée où les riches, les célèbres et les très bien plugués viennent se regarder être riches, célèbres et très bien plugués, OK? Ça existe depuis genre la fin des années 40, cet événement-là. Puis à chaque année, il y a un thème, OK? Parce que sinon, ça serait juste un party entre multimillionnaires et milliardaires, puis si on veut pas ça. Ça, c'est indécent. Si on fait pas ça. Jamais. Jamais. Le thème de cette année, c'est Costume Art et le code vestimentaire associé, c'est Fashion is
art. Ça veut dire, dans le fond, qu'il va y avoir une exposition à l'intérieur du musée et les gens sont amenés à interpréter soit des toiles, des sculptures, des objets, en fait, de l'exposition sur le tapis rouge ou encore de s'inspirer de fashion is art, donc d'aller de tout bord, tout côté, en espérant qu'on ait là une expression artistique digne de mention pour alimenter mes commentaires sur Beachology. On s'en fout, parce que pour vrai, il y a genre 4 personnes habituellement qui respectent le thème, là. On va parler des vraies affaires, OK? On va parler de ce que ça coûte. Combien ça coûte assister au Met Gala? 75 000 US le billet. Une table? Des milliers de dollars, OK? C'est mucho dineros. Et les personnalités high profile, souvent des bandits à cravate, des compagnies, des maisons de couture, vont acheter des tables, vont inviter leur monde pour la garnir. Tu peux aussi être invité par Vogue, par Anna Wintour aussi en personne. Mais ça, c'est plus rare, là. C'est pour des personnalités publiques triées sur le volet, là. C'est genre une espèce de consécration pour eux. Être choisi pour aller au Met Gala, ça veut dire que you're in. Tu fais partie de la gang, OK? Donc, quand vous voyez quelqu'un sur ce tapis rouge, peu importe la couleur du tapis, là, dites-vous qu'elle est soit extrêmement riche, soit extrêmement sponsorisée. #bless. Anna Wintour, de son côté, elle est toujours épaulée dans cet événement-là avec des coprésidents qui accueillent les invités, qui les aident à choisir le thème, qui fournissent des bidous pour avoir ce titre-là de coprésident. Donc, payer des millions de dollars, en fait, pour avoir un titre de coprésident et être le host de l'événement. Et cette année, parmi les coprésidents qui ont fait couler beaucoup d'encre, on a un duo. Comment le décrire? Ce couple qui aimerait donc bien être mythique, mais qui l'est pas vraiment. Jeff Bezos et sa douce Lauren Sanchez Bezos. Je sais pas comment dire ça gentiment, poliment. Ils ont une énergie tellement cringe, les deux, ensemble. Hein? L'énergie là, de nouveaux riches. On sait maintenant, là, avec Quiet Luxury, on connaît ces termes-là, les nouveaux riches, vraiment cheap, souvent désespérés, en mal d'attention, très tapageurs. Personne voit ces deux-là, Jeff Bezos puis Lauren Sanchez, lui avec son crâne d'œuf puis elle avec ses boules dures, en se disant « Wow! » Si c'est pas le synonyme du bon goût, le bon goût personnifié. Il y a quelque chose de profondément fascinant, en fait, dans leur présence à ces deux-là. Parce que d'abord, le Met Gala, c'est un espace où l'argent, habituellement, ne suffit pas. Tu sais, je vous ai donné des chiffres, mais dans les faits, ce qu'il faut, là, pour être hot au Met Gala, c'est du capital culturel, OK? Du goût, du mystère, une certaine désinvolture. Pas avoir l'air de trop vouloir. Puis eux, ils arrivent là avec une vibe, genre, justement, une vibe de désespéré, de loser désespéré, et ça crée un malaise. Apparemment que cette année, ça a été dur de vendre des tables. Parce qu'ils ternissent un peu l'événement juste avec leur présence. C'est Bezos, c'est Amazon, c'est des employés qui meurent durant leur chiffre de travail dans une indifférence généralisée pendant que tout le monde continue de travailler autour du cadavre. C'est l'appui à ICE à travers des logiciels ou des contrats, donc la police d'immigration aux États-Unis. C'est la fusée en forme de pénis. Je ne veux même pas rebondir là-dessus. Un voyage dans l'espace qui coûte super cher et qui pollue pendant que nous, on crève en bas sur Terre dans des salaires de marde et qu'on pousse l'audace jusqu'à nous demander de boire dans une paille en papier pour l'environnement pendant que Jeff Bezos et sa gang de losers se déplacent en jet. Fait que le couple Bezos-Sanchez, vous serez de l'accord pour le dire avec moi, c'est juste... C'est genre le pic de la vulgarité un peu, tu sais. Et leur présence, je sais pas. Je sais pas c'est attribuable à quoi, à part le narcissisme. On sait qu'il y a eu des rumeurs persistantes là, au cours des dernières années que Bezos aurait voulu acheter Condé Nast, qui est la maison mère de Vogue, comme cadeau de mariage pour Lauren Sanchez. Je répète, acheter Vogue, un magazine entier avec des employés, comme un cadeau de mariage. Et là, juste vous dire que cette rumeur-là, elle est au cœur de The Devil Wears Prada 2, qui vient juste de sortir au cinéma et que j'ai vu durant le week-end, durant la fin de semaine, en prévision de l'enregistrement du podcast. #rigueur. Et contre toute attente, j'ai aimé ça, ce film-là. C'est vraiment bon. Avez-vous vu le film, Rafi, Antoine? Non? Ça vous intéresse-tu? C'est-tu dans votre radar? Bon, chut, parlez pas. Je m'attendais à rien. Hein, parce que c'est quoi, une suite 20 ans avant le premier, genre, c'est quand même... Tout le monde a vieilli, mais comme tout le monde est botoxé, fait que ça paraît pas. 20 ans après le premier, et pourtant, j'ai trouvé ça quand même clever. Peut-être parce que ça parle exactement de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, la transformation, voire l'effondrement
du monde des médias. Parce que derrière toutes les robes, les diamants, les escaliers iconiques du Metropolitan Museum of Art, ben, il y a une réalité qui est vraiment, vraiment, vraiment nettement moins glamour, celle des salles de nouvelles qui ferment, et ça inclut la rédaction de Vogue. Le journalisme est plus rentable. Les magazines, autrefois des symboles de pouvoir, de désir, de rêve, sont en mode survie. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de lecteur, il n'y a plus de papier, tout passe au numérique. Et là, même là, les gens ne lisent plus. Hein? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu fais, Rafi, en ce moment? Littéralement, qu'est-ce que tu fais, girl? T'es sur ton téléphone! T'es en train de regarder des carousels sur Instagram. C'est ça qu'ils font, les gens. Les gens, mais je m'inclus là-dedans, mon sel est sur la table. C'est ça que, honnêtement, je dois me retenir de pas scroller pendant ma propre introduction. Les gens, ils regardent des carousels sur Instagram, ils consomment des extraits. C'est ça que vous allez faire avec Bitchology. Vous allez regarder des extraits plutôt que d'écouter mes podcasts de 2 heures disponibles sur Spotify ou sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Bref, les gens écoutent des résumés. Ils veulent des vibes. Il n'y a personne qui clique sur les articles de Vanity Fair ou de Vogue, right? Personne clique là-dessus. Est-ce que vous allez sur ces sites-là? Non. Moi, j'y vais pas. Moi-même, j'y vais pas. Ça fait pas partie de ma revue de presse. Pour ceux qui se rappellent pas, The Devil Wears Prada, dans l'original, c'est inspiré de l'univers de Vogue, qui est renommé Runway. Et Meryl Streep, dans le fond, elle joue Anna Wintour. Et donc, dans la suite, on suit tous les bouleversements dans la salle de nouvelles. Qu'est-ce que les magazines font, finalement, face à nos comportements, à nos habitudes de consommation qui ont changé? Ben, ils s'adaptent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de pubs. Ça veut dire du contenu commandité fucking douteux. Ça veut dire des portraits flatteurs de personnalités qui méritent pas tant. Des portraits flatteurs, des personnalités, en fait, qui méritent même pas une miette de notre attention, mais qui sont prêts à payer le gros prix pour être en couverture ou dans le spread du Vogue. Fait que le Met Gala, ben, dans tout ça, et c'est d'ailleurs feature dans le film, ça devient comme un peu le dernier bastion, tu sais, comme une illusion de prestige qui est encore intacte, une soirée où on fait semblant que tout va bien, alors que l'eau est prise. Le navire est en train de couler, man. Mais c'est pas grave, on va se consoler. Parce que Beyoncé est là. Beyoncé est censée être là ce soir. Même si ça fait genre 3 ans que tout le monde essaie de canceller Beyoncé. Elle va être là ce soir. On se raccroche aux vedettes. On va voir des vedettes. Il n'y en a pas de problème. Si les vedettes sont là, il n'y en a plus de problème. OK? On vend du rêve, on vend du mirage. C'est ça qu'on va faire avec le Met Gala. Beyoncé, normalement, qui devrait être là pour annoncer l'acte 3 là, de son album. Là. Tu sais, elle a un triptyque. Elle fait ça, là, maintenant, Beyoncé, là, des triptyques. Elle a fait Renaissance, Cowboy Carter, right? C'est des projets. Oui, ça fait partie d'un triptyque. En fait, le but, c'est de reprendre contrôle de genres musicaux, se réapproprier des genres musicaux historiquement créés par des Noirs et volés ensuite par la majorité blanche. Fait que, tu sais, t'as Renaissance Disco House, t'as Cowboy Carter, le country, puis ensuite, t'aurais ce 3e album qui serait un album de rock. Donc, tous des genres musicaux créés par les personnes noires. Beyoncé, donc, qui va nous faire oublier nos problèmes l'espace d'un instant, qui va nous faire oublier que toute l'industrie médiatique est en crise. C'est juste que Beyoncé, le problème, elle s'habille mal! Fait qu'on vient à la case départ. Cette femme ne sait pas s'habiller. Ça va être un désastre. Ça va être un désastre. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Elle n'a pas de goût. Il faut le dire. Il faut le dire. La personne qui a du goût dans cette famille, c'est pas non plus Tina, sa mère, qui pendant longtemps a fait les costumes de Destiny's Child. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était de la vieille guenille. C'était comme du patchwork. C'était horrible. Elle avait sa propre maison de couture qui s'appelait House of Deréon aussi. Un désastre. Elle a essayé de vendre du linge à des moldus à un moment donné, la mère de Beyoncé. C'était... Non. Ce fut un échec retentissant. Bref, la seule icône de mode dans cette famille, c'est qui? Solange! On se rappelle de Solange? Hein? Vedette indie là, dans les années 2010. Là. Elle faisait comme de la pop, R&B, space, un peu latente. Bref, on aime ça, on adore Solange, sauf quand elle porte une crazy wig. Vous savez, hein, parce que la dernière fois... C'est-tu la dernière fois qu'elle est allée au Met Gala? Elle a tabassé Jay-Z dans un ascenseur. Vous vous rappelez-tu de ce... C'était viral sur les réseaux sociaux, on a vu ça là, partout. Là. Solange, elle a tapoché Jay-Z dans un ascenseur. Puis les caméras, ils ont tout capté. Mais on pouvait savoir que Solange serait erratique ce soir-là uniquement en se basant sur la wig qu'elle portait. It was a messy wig. Tu sais, toute coupée, toute croche un peu, là, comme une poupée Barbie. Pour vrai, sa wig, c'était genre un peu Girl Interrupted. Là. It was giving asile. Là. Comme elle pouvait juste mal virer. C'est comme une fille après une rupture qui coupe ses cheveux, qui coupe elle-même son toupet. Tu le sais que c'est erratique. Mais c'était l'énergie qu'elle donnait
Solange. Donc, à ne pas inviter au Met Gala Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Sinon, on a eu d'autres beaux moments au cours des années. Hein, des belles robes qui nous ont fait oublier tous les problèmes du monde, l'espace d'un instant. Du pain et des jeux. C'est ça, le Met Gala. Claire Danes. Belle robe lumineuse. Est-ce qu'on se rappelle de Claire Danes? Est-ce que tu sais c'est qui? Do we know? No idea. Bon, no idea. D'accord, parfait. Mais, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça. Claire Danes, c'est comme juste la fille dont personne ne se rappelle à part quand elle fait des faces intenses comme ça dans des séries sur Netflix. En tout cas, je vous parle en ce moment, là, puis il n'y a rien qui se passe dans vos yeux. Vous êtes éteints. Vous êtes morts. C'est pas grave, OK. Sinon, Zendaya, la reine du Met Gala, Zendaya. She's an icon. Moi, mes looks préférés, son look de Cendrillon, Jeanne d'Arc. C'est toujours un événement. Puis c'est avec le Met Gala qu'elle a cimenté sa relation avec Laura Roach aussi, designer, en tout cas. Donc, plein de looks comme ça au fil des années. Très inspirant. Tyla dans sa robe Balmain. Ben oui, Je suis jamais aussi, capable de dire Balmain en français. Kendall Jenner qui ont techniquement matché un petit peu hier soir. Ah oui, mais là, on est en train d'enregistrer l'intro, fait que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier soir encore, c'est ça l'affaire. On le garde au montage, c'est hilarant. Tyler, donc, avec sa belle robe en sable, une robe en sable qui s'est désintégrée un peu, hein, comme toute l'industrie des médias. Tout est lié! Là, je vais arrêter de parler parce que le tapis rouge va commencer dans quelques instants. On va regarder, analyser, juger, peu importe, avec amour, avec beaucoup de mauvaise foi aussi, de sens critique. Bienvenue à Bitchologie. Je savais pas comment lancer Bitchologie, puis là, ma patronne était comme, OK, non, mais on pourrait faire le Met Gala, ça serait comme l'événement phare idéal pour lancer la marque Bitchologie, tu sais, ça serait tellement iconique. Puis là, elle m'a dit ça, puis là, ensuite, Antoine a suggéré qu'on fasse un live stream, puis j'étais comme, est-ce que vous m'haïssez? Est-ce que vous me détestez? Est-ce que c'est un complot pour saboter ma carrière? Parce que moi, je suis genre une millénariale gériatrique, et là, on me demande de faire du live stream comme si j'étais sur Twitch. C'est quoi, là? Est-ce que je dois faire des reaction shots? Ah! Oh my God! Est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? I don't even know. Je sais même pas comment faire un screen record de mon ordinateur. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'Antoine, qui est à la réalisation. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Who are you? C'est quoi ton nom de famille? OK, ça va partir. C'est mon ordi qui fait ce son-là très précis, très aigu? Wow, OK, mon Dieu. Ça valait la peine de le briser et de le faire réparer. Oh, ignorer la pub. Oh non, 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 ça commence! Mais ça commence avec un cover de genre Whitney Houston que personne n'a demandé. Pourquoi? Oh mon Dieu, ils ont sorti les djembés! C'est sûr qu'il y a Norman Brathwaite dans un coin qui est comme... Oh non! Oh mon Dieu! On est otage de ce numéro musical. On se croirait à Zénith, au secours. Non, c'est l'enregistrement, je veux rien savoir. Ah! J'ai pas signé pour ça. Oh mon Dieu. OK, fait que là, ça part. Donc là, on voit une espèce de chorale, un chanteur non identifié qui chante I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston, accompagné de danseurs et de choristes très primés aussi, en plein milieu du tapis rouge qui est comme vert. On n'a pas les droits. I wanna feel the heat with somebody. Oh mon Dieu, j'adore. J'adore parce que c'est cringe. Donc, je rappelle que le thème du Met Gala cette année, c'est Art is fashion, fashion is art. Donc, ça, c'est le code vestimentaire, mais dans le fond, c'est comme... Il y a un code vestimentaire. Fashion is art. Mais ça, je le dis dans l'intro. Fashion is art. Fashion is art, donc la mode, c'est de l'art. Ça, c'est le code vestimentaire. Et le code de la soirée, c'est costume is art. Fait que beaucoup de références au corps, apparemment, dans l'exposition permanente qu'on a développée pour la soirée. En tout cas, vous allez tout comprendre ça. Joshua Henry, hello! OK, alors on a nos co-animatrices du tapis rouge qui sont Ashley Graham, mannequin plus size, et Cara Delevingne, la fille connue pour ses sourcils durant les années 2010. On voulait tous avoir ces sourcils-là et c'est à l'origine de plusieurs crimes contre la mode. Je dirais crimes contre l'humanité, honnêtement, parce que les sourcils des années 2010, quand on y pense. Vous rappelez-vous, là, les filles qui mettaient du fond de teint en dessous de leurs sourcils pour être sûres qu'ils soient bien démarqués? C'est ça qui a pavé la voie aux drag queens, en fait, à la panique morale autour des drag queens. C'est quand les femmes cis hétéros, genre, ont commencé à se maquiller les sourcils. Oh là là, Lala Anthony aussi, une habituée des tapis rouges. J'ai jamais su qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, mais je sais qu'elle est amie avec toutes les personnes noires.
Je pense que c'est sa principale qualité, d'être amie avec des Noirs. Puis j'aime ça parce qu'elle est comme ethnically ambiguous. On sait pas d'où c'est qu'elle vient, mais on sait qu'elle est basanée. Fait que, évidemment, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Free ride. Anna Wintour! Ah. Donc, Anna Wintour qui explique les modalités du Met Gala de cette année. On va saluer d'abord l'habillement de Anna Wintour parce qu'elle nous a habitués à d'horribles robes satinées à fleurs qu'elle porte depuis 1999 sur son frame de chat émacié. Donc, juste déjà qu'il y ait de la couleur, qu'on soit ailleurs que dans les motifs floraux, c'est une révolution en soi. Par contre, elle n'a pas renoncé à ses lunettes fumées. Et j'aurais dû garder les miennes, honnêtement, pour la forme. Je vais pouvoir les sortir tout à l'heure. On va faire ça. Living my best Anna Wintour life impression. C'est la question que je me posais. Donc, Rosalie vient de se demander, est-ce que Anna Wintour, elle a une perruque? Et comme je suis la spécialiste des perruques autoproclamées dans la pièce, je dirais... J'hésite parce que je trouve que ses wigs ou ses cheveux ressemblent de plus en plus aux perruques des femmes juives que je vois dans le Myland. Vous savez, cette espèce de beige châtain qui fait un peu Barbie et plastique. It's giving shalom. Je vais le dire. I'm gonna say it. Est-ce que ça se dit? It's giving shalom. Shabbat shalom. Je serais pas cancellée. Franchement, je suis une minorité, moi aussi. Je suis opprimée! Oh là 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 là. Elle a dit le nom qu'il fallait pas prononcer, Lauren Sanchez. Donc, c'est ceux dont il faut pas prononcer le nom cette année, Jeff Bezos, Lauren Sanchez, qui sont les coprésidents de l'édition 2026 du Met Gala. Et ça, c'est vraiment très controversé parce que sont pas très populaires. Hein? Depuis qu'on a réalisé qu'il y avait des gens qui mouraient sur leur lieu de travail dans les entrepôts Amazon, puis que la vie continuait comme si de rien n'était autour d'un cadavre. Disons que la cote de popularité de Jeff Bezos en a pris pour un coup. On trouve aussi qu'ils font très, très nouveau riches, très cheap, très artificiels. Comme ils ternissent un peu. Ouh! Très Village People. Oh mon Dieu, j'ai un TDA. Ça sera pas possible. C'est pas possible de faire du live stream si on a un TDA. Il est autodiagnostiqué, fait que je devrais m'en sortir. Mais plus sérieusement, donc ça commence à arriver les vedettes. Donc c'est ça, l'événement présidé par Lauren Sanchez Bezos et Jeff Bezos. Donc l'antéchrist puis sa Steph. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Ben oui, j'ai le droit de dire ça. Crâne d'œuf. Puis Polly Pocket, qui sont là, qui président l'événement. Donc, ils sont chargés d'aider à trouver le thème. Ils donnent évidemment de l'argent pour se faire voir, pour recevoir ce titre-là. Mais donc, chargés de trouver le thème, d'élaborer la liste d'invités avec l'aide des autres co-chairs, donc des autres coprésidents de l'événement. Cette année, on a Nicole Kidman, on a Beyoncé, on a Venus Williams aussi qui sont là pour épauler. Tout ça, la grande maison de couture qui est en vedette cette année, c'est Yves Saint-Laurent, donc la maison Saint-Laurent, qu'on adore. Thank God, on nous a libérés genre des chaînes de Chanel, de la maison Chanel, parce que c'est tout le temps laid, c'est tout le temps du tweed, comme si on était en 1985, c'est comme si c'était genre... Ah, mon Dieu. C'est comme si on était dans Pretty Woman, puis que comme le salut d'une femme passait par un tailleur en tweed. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un épisode des Simpsons, d'ailleurs, où Marge, elle redevient une femme nouvelle la minute qu'elle s'achète un tailleur en tweed. Et je pense que c'est un Chanel. Je pense que c'est ça. C'est toute l'intrigue de l'épisode, OK? Puis comme elle se fait inviter dans les cercles de la haute parce qu'elle porte du Chanel. Puis là, à un moment donné, ça fait genre 8 fois qu'elle porte le même tailleur en tweed. Puis là, les gens lui disent, mais non, mais ça, c'est pas possible, là, franchement. Là, on commence à deviner tes origines modestes. Fait que là, elle se met en tête de toujours reconstruire la robe, de toujours la défaire, puis de la recoudre. Puis en tout cas, je sais pas pourquoi je vous parle de cette intrigue-là, mais j'aime beaucoup les Simpsons. Les Simpsons ont prédit qu'on vivait dans une simulation. Juste vous le dire. Là, évidemment, je pourrais commenter le tapis rouge. Je pourrais faire ça. Mais c'est parce que c'est des célébrités D-list. Comme même moi, je suis plus connue que les gens qui sont en train de fouler le tapis rouge en ce moment. C'est ça qui se passe. Parce qu'au Met Gala, les vraies vedettes arrivent à la fin. Plus t'es important, plus tu t'arrives en retard, entre guillemets. La reine du retard étant, de manière incontestée, Rihanna. Mais Rihanna, techniquement, ne sera pas là cette année puisque c'est la chasse gardée de Beyoncé, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une des co-chairs pour l'événement. Et là, Beyoncé... Ah! Je le savais! Donc, comme je l'avais tellement calé, je l'avais calé avant que ça commence, de la nudité. Que les gens allaient porter des vêtements peinturés sur eux-mêmes ou genre, tu sais, des vêtements où on voit des parties du corps parce que c'est ça le thème. C'est Costume is Heart. Pas de heart, il n'y a pas de H. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai aspiré mon heart. Art, je suis pas capable de le dire. Tu sais, who is that? Tu sais, il y a une madame blonde, là, avec une robe qui vit sa best life sur le tapis rouge en essayant de nous faire croire qu'elle est quelqu'un d'important. Oh!
Nicole Kidman. Oh mon Dieu, avec sa fille qui est mannequin depuis 10 secondes. Ça, c'est Nepo Baby par excellence, OK? Parce que la fille de Nicole Kidman et de Keith Urban, le monsieur qui a des mèches de secrétaire d'hygiéniste dentaire de Blainville, tous les deux, ils ont des enfants qui ne font rien à part capitaliser sur leur nom. Ah, ça, c'est qui m'envoie des messages comme ça, là? Des gens de la job? Can't relate. Non, c'est ça. Fait que là, ces deux-là, donc ils ont des enfants, puis leurs enfants font rien à part être des mannequins qui capitalisent sur le nom de leurs parents. Comme beaucoup de Nepo Babies, les maisons se les arrachent parce que ça crée le buzz de mettre l'enfant d'une vedette sur un podium, dans le fond. Puis Sunday Rose, c'est ça, elle a comme ouvert un défilé là, il y a 1 ou 2 ans. Puis ça n'a aucun sens qu'elle soit un visage qui ouvre un défilé. C'était la première fois de sa vie qu'elle marchait sur un podium. Elle n'a pas l'expérience nécessaire. She doesn't have the gravitas. She doesn't have the aura. She doesn't have the range, comme on dit dans le milieu. Ah mon Dieu, vous voyez. Nicole Kidman vient de dire que Sunday Rose doit aller à l'école demain. Donc, c'est vous dire à quel point c'est une Nepo Baby qui n'a pas raison d'être là. C'est uniquement sur la base de la popularité, de la célébrité de sa mère qu'elle est sur le tapis rouge. Mais les deux sont très bien habillés, je dois le dire. Nicole Kidman en rouge, c'est toujours un hit. Et Nicole Kidman portait une bonne wig, parce que ça, c'est un autre enjeu. Hein. Il faut parler des perruques de Nicole Kidman. Je suis sûre qu'elle a un walk-in chez elle en Australie, dans sa maison en Australie, parce qu'elle est australienne. C'est sûr que c'est là. À Perth, Melbourne, I don't know, je sais pas, là. Un walk-in dans une de ces villes importantes-là. Et ce walk-in-là est composé uniquement de perruques. J'en suis persuadée. Parce que c'est comme un running gag que Nicole Kidman, elle perd ses cheveux depuis longtemps, puis je suis convaincue que c'est à cause de l'anorexie. Et c'est dans les clauses de ses contrats, elle ne veut plus utiliser ses cheveux naturels pour des tournages. Donc, il faut lui trouver des perruques. Mais les perruques sont rendues tellement laides. Ils savent plus quoi faire. Elle joue tout le temps des madames blondes un peu riches puis un peu déprimées. Puis à un moment donné, il faut varier les rôles parce que comme elle joue toujours le même rôle sur le même ton, c'est difficile de distinguer les personnages de Nicole Kidman. Fait qu'il faut trouver des nouvelles wigs. Mais là, les wigs sont de plus en plus cheap, sont de plus en plus ratchet, sont de plus en plus laides. Donc voilà, un walk-in consacré à ces perruques. Mais aujourd'hui, ce soir, c'était de la bonne... Oh! Oh! Charlotte Gainsbourg! La royauté française est sur le tapis rouge, mon Dieu. Belle outfit de cuir. Elle est encore dans son nymphomaniac era. Là. C'est pour ça qu'elle est habillée en dominatrice, j'en suis persuadée. Mais good for her. Good for her. Ah, Venus Williams. Venus Williams, c'est... Elle a compris. C'est parce que c'est dommage qu'on la voit pas plus parce qu'elle a été malade beaucoup au cours des dernières années. Puis c'est Serena Williams qui a pris le plancher, une femme que j'adore, qui est extraordinaire, une athlète formidable. Mais Serena Williams essaye d'être une icône de mode, sauf qu'elle ne sait pas s'habiller. OK? Vous, là, vous, toi, moi, toi. Tout le monde ici s'habille mieux que Serena Williams avec une fraction du budget. Elle s'habille tellement mal. Elle s'habille mal. Puis à chaque fois, je suis comme ça me fait mal, ça vient me chercher. Ça vient tellement me chercher parce qu'elle porte du linge que tu trouves dans la section sol de chez Urban Planet, OK? Tu sais, l'espèce de robe un peu effet mouillé, argent, que tu vas mettre pour aller clubber sur Saint-Laurent, genre au rouge bar ou je sais pas quoi. Elle porte tout le temps des vêtements comme ça qui sont zéro flatteurs. Tu sais, elle a une silhouette particulière plutôt, silhouette d'athlète. On aime ça, on veut ça, on célèbre ça. C'est pas un problème, c'est pas la silhouette l'enjeu. C'est les vêtements laids qu'elle met pour camoufler sa silhouette. Puis je peux pas croire qu'il y a pas un designer capable de l'habiller. Je vous jure, moi je vais le faire gratuit, Serena. Appelle-moi. Ou appelle ta sœur. Parle à ta sœur. Êtes-vous en bif? Êtes-vous en frette? Pourquoi Vénus t'aide pas à t'habiller? Parce que Vénus, elle a compris. Vénus, elle porte bien son nom. Toujours habillée comme une reine. C'est une déesse. Elle est grande, elle est élancée, elle porte des choses au goût du jour. Elle a toujours une belle coiffure, distinguée. Elle est digne. C'est fucking Nefertiti. Si j'avais à caster Nefertiti demain, je le donnerais à Venus Williams. Sans obstination. Mais c'est pas moi qui prends les décisions, malheureusement. Maluma! Maluma, il pourrait me dire de me crisser devant un char, puis je le ferais. Honnêtement, il pourrait me rouler dessus puis je dirais merci. Genre, il est tellement suave. C'est sûr que c'est un fuckboy. C'est sûr que c'est le genre de gars qui détruit ta vie, OK? Mais le sexe est extraordinaire. Tu le sais. Tu le sais que c'est pour 3 ans de thérapie, OK? 3 ans de thérapie pour te remettre d'une nuit passée avec Maluma. And it would be all worth it. Wolfin Hoodhard. Il y a beaucoup de H dans son nom, de H, de W, de consonnes qui ne devraient pas aller ensemble. Le gars de Stranger Things, celui qui a un band, là. Pourquoi il est avec Olivia Wilde, qui est en train de fondre comme neige au soleil? Mon Dieu, cette silhouette maigrichonne. Ça m'a quasiment fait mal.
Est-ce que je parle dans le micro ou je crie depuis tout à l'heure à côté? Ah! Équipe, ça va bien? Excellent. Il y a une petite personne en compagnie de Ashley Graham qui s'est assise sur une toute petite chaise pour l'occasion. On la salue. C'est le moment diversité du Met Gala. Parce qu'on a déjà passé les Noirs tout à l'heure dans la chorale. Donc là, il faut piger dans le bassin de la diversité pour rappeler que la diversité, c'est aussi les éclopés. Bon, la petite personne a fini de parler et j'ai pas écouté rien de son plaidoyer. Je sais pas. Je sais pas. Oups. Oh mon Dieu. Ben écoutez, respect. Merci. Merci d'être là. Merci d'être vous. Never let me go! C'est ça. Ah, y a-t-il une pub? Il y a de la publicité sur Internet maintenant. Moi, j'accepterais d'être la personne qui ventile Connor Story durant toute une soirée, genre. Mes ancêtres ont fait ça, là, genre, juste agiter, genre, des palmes sur des rois ou des affaires comme ça. Je peux faire ça, moi aussi, là. C'est ça, les interviewers, donc Ashley Graham puis Cara Delevingne sont en train de demander à Connor Story, mais à quoi tu t'attends à l'intérieur? Puis il est comme, mais je sais pas. Puis c'est ça, c'est une première fois pour lui, là. Ah, j'adore! On a un look très audacieux, quelqu'un qui a un masque qui fait très Daft Punk en 2019, featuring Pharrell Williams. Ou escrime, un masque d'escrime. Vous voyez, ma boss, c'est une femme de culture. Hein? Elle a tout de suite relevé qu'il y avait there was more to the look. Ah non, c'est tellement beau ce que portent les Nobody. C'est tellement dommage qu'on s'en calisse d'eux parce que pour vrai, c'est genre, c'est show-stopping. Tu sais, ça donne vraiment le goût. Bon, Hugh Jackman est là, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur Hugh Jackman à part qu'il a sacré là sa madame, là, sa madame blonde qu'il y avait là, qu'on aimait, Deborah Furness, qu'elle s'appelle? C'est fini entre les deux. Mais j'ai rien à dire sur Hugh Jackman à part que c'est un homme blanc. Puis vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un moratoire à imposer aux hommes blancs. Ils font pas d'efforts. Ils sont habillés comme si c'était leur première communion. C'est un événement de mode, puis ils s'habillent là comme si j'en y allais chanter dans la chorale du Mont-Royal, genre des petits chanteurs du Mont-Royal. C'est tout le temps des smokings, tout le temps habillés en pingouin, smoking noir, chemise blanche, nœud papillon, to spice things up. We don't care. Du gel dans les cheveux. We don't care. We don't. Cédez votre place, donnez-moi votre billet. C'est pour ça qu'on a les hommes racisés. Ça c'est vraiment une bouffée d'air frais sur les tapis rouges d'habitude. On a des Coleman Domingo, en train de marque de shampoing, de yogourt, de céréales, peu importe. Coleman Domingo, très bon dans le dernier film sur Michael Jackson, le film qui vient de sortir. Ah! Qui est là? Ah! OK, Connor Story, c'est ça. Bon, l'équipe en arrière. Vous avez le droit de parler. Arrêtez de faire des signes. J'ai l'air complètement débile. Aidez-moi. Ah. OK, d'accord. Ça, c'est mon équipe derrière la caméra qui est comme, regarde, Connor Story vient d'enlever son veston. Et là, on le voit avec un espèce de top, halter top, qu'on dit, à poids, qui est magnifique, qui permet de voir ses beaux biceps. Ce gars-là, il fait du rameur tous les jours. Je le sais. Je le sais parce que j'ai moi-même commencé à faire du rameur récemment. Et c'est une chance que vous ne me voyez pas de dos en ce moment parce que c'est découpé. Vous ne sauriez pas quoi faire. Vous seriez désemparés. Devez vous contenter de moi de face. Mais mon dos, là... Ah! OK, je vais le dire très franchement. Je pense que j'aurais fait une meilleure job que Ashley Graham et Cara Delevingne qui sont sur le pilote automatique en ce moment, qui posent des questions assez underwhelming, assez décevantes aux vedettes. Je pense qu'en 2026, on peut aller plus loin que « Ah, comment te sens-tu ce soir? À quoi t'attends-tu à l'intérieur? Qui portes-tu? » On a déjà vu ça. Mais en même temps, peut-être qu'il y a une volonté de ne pas faire un tapis rouge trop politique, sachant que c'est Jeff Bezos puis Lauren Sanchez qui sont là ce soir, qu'il y a plein d'enjeux avec le technofascisme, avec les entrepôts Amazon, le traitement des employés, le fait que les gens crèvent la dalle aussi, le fait qu'on est pauvre, qu'on s'appauvrit, puis que de plus en plus, un événement comme le Met Gala, c'est critiqué parce que finalement, c'est quoi? C'est le 1% qui se gargarise d'être le 1%, tu sais. Fait que peut-être que cette volonté-là d'avoir une certaine pudeur, oserais-je le dire, parce que c'est tellement vulgaire, c'est tellement de l'étalage indécent de richesse. Donc, peut-être qu'il y a une consigne qui est passée, effectivement, aux vedettes puis aux animateurs, surtout, là, qui sont quand même employés par Vogue, Anna Wintour, Condé Nast pour animer le tapis rouge. Bon, mon Dieu, Charlotte Tilbury. OK. Ça, il faut qu'on parle des maquilleurs professionnels.
Parce qu'il y en a deux que je connais. Mais il y en a plusieurs. Il y a des maquilleurs professionnels à Hollywood qui sont tellement des stars qu'on connaît leur nom. Et ils ont souvent leur propre marque de maquillage disponible chez Sephora. C'est le cas de Charlotte Tilbury, qui est une madame british qui a sa marque de maquillage du même nom disponible chez Sephora. Puis j'aime ça parce qu'elle parle comme ça. J'adore l'entendre parler. Quand elle donne des conseils de maquillage, et comme t'appliques le blush. C'est vraiment drôle. Sa façon de parler. En tout cas, c'est ça. C'est une parenthèse. C'est juste pour rire de la façon de parler de Charlotte Tilbury. C'est tellement unfair. C'est tellement pas juste. C'est tellement gratuit. Mais on la salue, là. C'est une femme d'affaires extraordinaire. Bravo. Cheers to you. Qui est cette personne sur le tapis rouge? On dirait quelqu'un, un mélange de Ciara et de Megan Thee Stallion. C'était comme si Megan Thee Stallion était moins large. Puis je dis ça en tant que fille large, là. Ah, oh, Angel Reese! OK, c'est une joueuse de basket. C'est pour ça que je trouvais qu'elle était grande. Parce que Megan Thee Stallion, elle est très grande et c'est de là que ça vient Megan Thee Stallion. Megan les talons, c'est parce qu'elle mesure genre 5 pieds 11, which is tall for a woman. Et Angel Reese, joueuse de basket de la Women NBA. Je sais pas comment on dit les 4 lettres ensemble. J'ai jamais. WNBA, merci, boss, parce que I don't know sports. Yay, sports. Bref, cette femme-là. Ah! Oh! Anderson .Paak aussi. Il est de retour avec la wig René Simard. C'est mon imitation de René Simard pour vous placer, pour vous donner le era exact de René Simard avec les cheveux coupe-bol un peu, là. Mais Angel Reese, c'est ça, qui est extraordinaire, qui est très talentueuse et qui s'est révélée être une icône de mode dans la dernière année aussi. Mais ça, j'aime ça, que le tapis rouge, t'es du Met Gala, ce qui est le fun. Tu sais, souvent, les événements, ça va être les acteurs ensemble, les musiciens ensemble, les mannequins ensemble. Le Met Gala, ça permet de réunir tout le monde de différents milieux. Fait que t'as des vedettes du monde des arts et spectacles, des vedettes du monde du sport, du milieu des affaires, du milieu académique, du milieu de la culture, mais tu sais, la culture que nous, on connaît pas, c'est-à-dire les galeries d'art aux États-Unis, tu sais, les arts visuels, justement, la danse, quoi d'autre, l'opéra, tous les trucs que Timothée Chalamet adore, en fait, le ballet en tête, toutes ces vedettes-là que Timothée Chalamet porte sur son cœur. Ces gens-là, ben, ils sont souvent mis en valeur durant le Met Gala parce que c'est un événement bénéfice. C'est de la philanthropie. Fait que, tu sais, on va aller attirer d'abord des mécènes qui sont habitués de financer toutes sortes de formes d'art, y compris la mode puis des costumiers, comme celui du Metropolitan. Ah, mon Dieu! Adrienne Brody et son nez. Je veux pas dire Adrienne Brody et son accompagnatrice. On s'en fout de la femme. On veut le nez. On est là pour le nez. De face, de profil, c'est ça qu'on veut. Moi, j'adore. C'est un fétiche. C'est comme les pommettes de Mads Mikkelsen. Tu sais, il y a des parties du corps comme ça que tu apprends à fétichiser, qui ont besoin de leur propre moment. Moi, je ferais une page Instagram, puis ça serait juste le nez de Adrienne Brody. Parce que c'est ça aussi, le Met Gala, je vous le disais, c'est des mécènes. On va chercher des gens qui ont des grandes fortunes parce qu'ils aident à financer l'activité philanthropique, donc de ramasser des fonds durant la soirée. Fait que là, t'as plein de millionnaires d'un peu partout sur la planète que tu n'as jamais vu de ta vie, OK? Moi, je les appelle... OK, non, je vais pas aller là. Parce qu'il y a quelques bandits à cravate aussi. Mais ça n'a pas rapport avec les personnes indiennes. Mon lien, il marche pas, là. Je voulais revenir sur le fait que, bon, il y a plusieurs millionnaires sur les tapis rouges, des gens qu'on sait pas du tout c'est qui, mais qui viennent des 4 coins de la planète, dans le fond, puis qui arrivent à avoir des billets, qui s'achètent des tables pour avoir accès aux vedettes, tu sais, pour frimer avec des vedettes. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, on le sait, là, la richesse maintenant, tu sais, oui, il y a des grandes fortunes aux États-Unis, il y en a en France, il y en a au Royaume-Uni, mais il y en a beaucoup aussi dans les pays du Sud global. Des gens qui aiment ça, cimenter leur statut de nouveaux riches. Et en Inde, entre autres, en Chine, on a eu vraiment avec comme l'espèce de boom de la classe moyenne, mais il y a aussi des super fortunes qui se sont développées au cours des dernières années. Si j'étais encore dans mon cours de sciences politiques, je dirais que c'est le BRICSAM, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et le Mexique. Donc, c'est là qu'on va chercher des nouvelles fortunes, un peu, tu sais, des gens qui ont besoin de faire l'étalage de leurs relations, tu sais, de montrer qu'ils font partie de la haute société, qui ont accès au pouvoir, qui ont accès à la célébrité, qui ont accès à l'influence. Fait qu'ils vont dans ces événements-là se faire voir, se faire remarquer, en fait, puis cimenter leur statut. Voilà. Mais sinon, les blondes de Leonardo DiCaprio, je veux dire, on s'entend, là, c'est tout le temps des mannequins Victoria's Secret ou la seule qui s'en est sortie, qui est connue au-delà du fait qu'elle a été mannequin Victoria's Secret, c'est Gisele Bündchen, avec qui il a été longtemps, avec qui il a développé une conscience environnementale aussi. Hein? On se rappelle quand il nous faisait la morale, Léo, au sujet de l'environnement, tout en étant 360
41 jours par année sur des yachts, hein? Ou à se déplacer en jet privé pour aller de tournage en tournage ou de party en party avec genre Tobey Maguire, son meilleur ami depuis genre 1992. Ça, c'est une autre affaire aussi. Cette gang-là de gars-là. Ah, votre pire cauchemar. Ils ont tout le temps l'air d'être habillés en American Eagle. Tu sais, comme les gars, tu sais, les Ontariens à Oshiaga, là, qui sont habillés en American Eagle des pieds à la tête, là. Troye Sivan a l'air de M en 2004, là. Ça... Le chanteur M. Vous vous rappelez du chanteur M? Qui de nous deux? À la guitare sèche, là, puis en couple avec Audrey Tautou, genre, au tournant des années 2000. Pourquoi? Puis Hunter Schafer à côté, en courte pointe, là, avec des vieux vêtements rapiécés. It's giving Gen Z. Moi, OK, mais ça, c'est mon beef avec Gen Z. Je trouve que Gen Z, souvent, s'habille mal. Puis on essaye de faire passer des vêtements trouvés en friperie comme un sens aiguisé du style. Puis je suis comme, non! Ils portent du linge qu'on vendait chez Smart Set. Genre, comme en 1997, là, comme des espèces d'affaires de patchwork, genre, comment dire, asymétriques. Puis c'est comme, this is so cute, c'est fashion, j'ai eu ça au Renaissance. T'aurais dû le laisser sur le rack. Pourquoi t'es reparti avec? Ça vaut même pas le 7 $ que t'as payé. Ça, là, tu le déchires puis tu fais des guenilles avec ça, OK? Pour nettoyer ton patio l'été. C'est pas quelque chose à porter dans la vie de tous les jours. Il y a une raison pour laquelle on l'a donné. Il y a une raison pour laquelle on l'a mis dans un sac noir puis qu'on l'a apporté au Renaissance. Là, il y a La Roach qui vient d'arriver. Et là, La Roach, c'est triste parce que cette année, il est seul. Zendaya, qui est sa muse, a annoncé qu'elle ne serait pas là. Et Zendaya, c'est quelqu'un quand même qui gagne le Met Gala chaque année, là. Je veux dire, c'est l'icône. C'est une des icônes avec Rihanna, peut-être, là. Et Blake Lively aussi, là, pour les filles qui sont stockées en 2015. Ce sont les reines du tapis rouge, du Met Gala, généralement. On s'en fout un peu de ce qu'ils portent, La Roach, mais sachez que c'est l'architecte derrière les looks de Zendaya. C'est aussi l'architecte derrière le revival de Céline Dion. Et ça, on n'en parle pas assez. Si Céline Dion est devenue cool, à un moment donné, là, juste avant la pandémie, c'est grâce à La Roach. Parce que là, il a commencé à l'habiller et il y a un outfit dont tout le monde se rappelle. Ben oui, Rosalie. Le coton ouaté, le hoodie, le kangourou, Titanic, que Céline Dion elle a porté, vraiment long, à la American Apparel, avec des jeans skinny et des talons hauts. Et c'était tellement méta d'avoir Céline Dion qui porte un hoodie, un kangourou, un coton ouaté, Titanic. C'était incroyable. Elle a brisé l'Internet cette journée-là. C'est incroyable. T'sais, on était comme, oh mon Dieu, elle a... Comment dire? Céline Dion est self-aware, tu sais, elle a du recul sur elle-même, de l'introspection, de l'humour. Il y avait quelque chose qu'on soupçonnait pas chez elle, en fait, parce que, no offense, je sais que la période Annie Hort, c'est une très bonne période pour Céline Dion. Elle était très, très bien habillée, très distinguée, mais justement, elle faisait peut-être madame un peu riche, tu sais, de Boucherville ou de Saint-Lambert, Westmount. C'était très chic, mais c'était lisse. La Roach, il a amené un edge. C'est ça qui a fait que Céline... C'était comme du streetwear. C'était des vêtements de rue, justement, un hoodie, des skinny jeans, des talons hauts, sa grosse sacoche qui sort d'un hôtel. C'était une vision. Il y avait vraiment quelque chose de très... là, je vais sortir mes gros mots, iconoclaste. Il y avait vraiment quelque chose de visionnaire, en fait, qui l'a positionné comme une icône de mode potentiellement crédible. Puis de fil en aiguille, ben c'est ça, il y a eu d'autres collaborations ensemble, d'autres looks, puis ça a été extraordinaire, là, cette période-là, pour Céline Dion. Et c'est ce qui lui a valu, éventuellement, sa première invitation au Met Gala. Elle était jamais allée, parce que personne pense à Céline. Tout le monde se rappelle de l'horrible smoking blanc qu'elle a porté aux Oscars, qui est comme à l'envers, avec un chapeau fedora en satin. Why would you do that? Why? Tu sais, elle est magnifique, Céline. Elle est longue. Elle est comme un spaghetti. C'est fourchette avant l'heure, OK? Elle est élancée. Tu peux mettre n'importe quoi dessus. C'est le rêve des designers de mode, un corps comme celui de Céline Dion. Elle est tellement filiforme. N'importe qui aurait pu l'habiller. Elle est au sommet de sa carrière, en plus. C'est une des dernières divas qui nous reste, qui est en vie. Puis elle s'habillait mal. Fait que tu sais pas quoi faire avec ça. Tu la mets dans la catégorie des vieilles reliques, tu sais. Puis là, La Roach est arrivé, puis il l'a rendu cool. Fait que Céline Dion, elle a été invitée au Met Gala, puis là, La Roach a commencé à avoir plein de clients. Il habillait Anna Taylor-Joy, il habitait Priyanka Chopra, il habillait qui d'autre aussi, mon Dieu? Plein de vedettes. Les noms m'échappent en ce moment parce qu'il y en a tellement. À un moment donné, tout le monde s'arrachait ses services, tu sais. Puis le rendu, il a toujours gardé ses meilleures pièces, ses meilleurs morceaux, puis sa vision pour Zendaya, qui l'accompagne depuis son adolescence. Je pense les deux, ils sont ensemble. Puis, tu sais, La Roach, il vient comme des quartiers pauvres, là, à Chicago, si je me trompe pas. Là. Il vient du ghetto, il vient du hood.
Puis à l'époque, Zendaya, je me rappelle, il y a quelques années de ça, elle est allée sur un tapis rouge. Je pense que c'est les Golden Globes. Puis elle avait mis des dreadlocks, qu'on appelle locks. Aujourd'hui, on dit plus dread parce que c'est comme raciste. Mais elle portait, c'est ça, des locks. Puis il y avait une émission de commentariat, là, un peu comme ce que je fais là, ce soir, là, animée entre autres par Joanne Rivers, puis une fille là, de Access Hollywood. Puis il avait commenté son look en disant « Oh mon Dieu, elle a l'air de sentir le patchouli puis le weed. » Juste parce qu'elle avait des locks, tu sais. Puis c'était tellement raciste, c'était tellement gratuit, tu sais. Puis c'était vraiment « Qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille-là, tu sais? » Puis ça a permis de... Tout le monde s'est senti mal pour Zendaya, un peu comme quand Kanye West il a enlevé la statuette des mains de Taylor Swift. Tu sais, c'est comme un moment charnière dans sa carrière où est-ce que tout le monde remarque qu'elle existe, puis c'est comme « Oh shit, OK, mais pauvre fille! » Fait que tout le monde se porte à sa défense, puis ça la propulse au devant de la scène, puis à l'époque, c'est ça, c'était Love Roach qui l'habillait. Puis les deux, justement, parce qu'ils étaient dans des espaces où clairement, ils n'étaient pas les bienvenus, bien, ça a aidé à cimenter leur relation puis à en faire un partenariat qui défie toutes les attentes. Parce que Zendaya, c'est une fille métisse, OK? Puis elle est magnifique, elle est grande, elle est élancée, elle est talentueuse, elle sait chanter, elle sait danser, elle sait jouer. Mais back in the days, les grandes maisons de couture ne voulaient pas l'habiller. Because she was black! Parce que c'est une femme noire! Tu sais, elle est métisse, mais elle est black passing. Et les maisons de couture refusaient de l'habiller. Puis à l'époque, la Roach avait dit, si vous me dites non maintenant, ça va être non pour toujours. Ça va être long pour une très longue période de temps. Et les maisons de couture, le Big Five qu'on appelle les Chanel de ce monde, etc., ne voulaient pas l'habiller. Il a fait parfait. Puis à partir de là, ils ont développé le partenariat fashion qu'on connaît en créant des événements, des commotions autour des looks de Zendaya, puis en la cimentant comme une star, une icône de mode des années 2020, tu sais. Puis c'est grâce à ça, c'est grâce à toute cette séquence d'événements-là. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, ils s'en mordent les doigts, là, ces grandes maisons-là. Fait que voilà. Alors, de voir La Roach, tout le chemin parcouru. Mon Dieu, j'articule tellement mal. Manger une chip. Je pense que c'est le bon moment. Mon cue pour manger un Ringolos. Oh mon Dieu, je devrais me faire des bagues de Ringolos. Parce que là, on a juste les animatrices du carpet. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vedettes qui les évitent. Ah, c'est Katy Perry. Donc, la personne... OK, ça, c'est magnifique. Donc, la personne avec le masque d'escrime et la belle robe, c'est Katy Perry, en fait. Très beau look. Fantastique. Elle a une carte de tarot aussi qu'elle tient comme accessoire. La carte du magicien. Est-ce que quelqu'un est fan... Rafi, t'es fan de tarot, t'es une sorcière, basically. Aide-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, la carte de tarot du magicien? Qu'est-ce que Katy essayait de nous dire? La carte du changement, est-ce qu'il y a un lien avec Justin Trudeau? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas sur le tapis rouge. Mais c'est aussi la carte d'illusion. La carte de l'illusion. Ah, ben ça marcherait avec le masque, tout ça. J'adore. C'est le fun d'avoir une sorcière avec nous. Oh mon Dieu, j'adore Charmed. C'est genre ma série préférée. Bon, Gigi Hadid qui a une culotte turquoise, pour ceux que ça intéresse. Si je le nomme, c'est parce qu'on le voit. Elle compare le Met Gala... au cours d'art plastique au secondaire. Oh mon Dieu, OK. Hey. La personnalité de Bradley Cooper déteint sur elle. Cet homme-là n'a rien à offrir, OK? Fait que c'est une coquille vide, puis là, elle est rendue une coquille vide, elle aussi. Ramenez-la avec Zayn Malik. Non, peut-être pas Zayn Malik. Je pense qu'il la battait. Pas ça. Oubliez ça. Ou il a battu sa mère, Yolanda. Mais en même temps, Yolanda, là. Pas dire que... Oh mon Dieu, je peux pas faire des jokes de violence conjugale, mais pour vrai, Yolanda, ça... Non, je peux pas. Ma boss, c'est comme... elle a les ressources humaines sur le back dial. Oh my God, OK. Excusez. Non, mais c'est parce que Yolanda Hadid, c'est une crise de folle. Je vais le dire comme ça, OK. Parce que... Oui, je sais. On a un homme allié dans la pièce qui a fait comme « Tu veux vraiment aller là? » Oui, Antoine, je veux vraiment aller là parce que Yolanda Hadid, là... Moi, là, je pense qu'elle fait semblant d'avoir la maladie de Lyme, OK? La maladie de Lyme. C'est clair qu'elle n'a pas la maladie de Lyme. Parce qu'elle est mannequin, OK? C'est une ancienne mannequin, Yolanda Hadid. Puis quand tu regardes des vieux épisodes de Real Housewives où elle était une des femmes en vedette, elle a clairement un trouble alimentaire, OK? Puis elle torturait ses filles. Tu vois des extraits d'elle qui n'arrêtent pas de fat-shamer ses filles qui sont filiformes. Tu sais, genre, je veux dire, ça c'est Gigi Hadid, là. Pour vrai, sa taille, c'est ça, là. Ça tient comme ça, là, dans ma main. Puis t'as Yolanda Hadid qui est comme... Tu vas vraiment manger la poire, là? Oh, t'es sûre? C'est beaucoup de temps au gym, ça. T'es sûre, Gigi? Elle est tout le temps en train de shamer ses filles. Tout le temps en train de dire que Bella était laide par rapport à Gigi, puis que Gigi, ça serait elle, la vraie star. Parce que
Dans la tête de Yolanda, Gigi, c'était comme la star des podiums, alors que dans les faits, Gigi, elle a une face commerciale. Elle a une face de mannequin commercial qui fait des pubs pour genre Gap ou genre Old Navy. OK? Alors que Bella Hadid, elle a le visage, un visage acheté, on s'entend, là, un visage calqué en tout point sur celui de Carla Bruni, alias Madame Sarkozy, qui est nettement plus destiné à la haute couture. Elle a misé sur la mauvaise fille, en fait. Elle arrêtait pas de faire semblant que Bella Hadid, qui est une très belle fille, même avant qu'elle fasse ses chirurgies esthétiques où elle a changé son nez, elle arrêtait pas de faire comme si c'était fucking Javotte, la belle-sœur de Cendrillon. Tu sais, comme la laide sœur. Puis c'est comme, mais non, mais les deux sont magnifiques, voyons donc. Mais c'est ça, tu voyais vraiment le parti pris de Yolanda Hadid pour Gigi Hadid. C'est ça. Tu vois des scènes où, genre, c'est la fête de Gigi, puis là, Yolanda est comme, je veux pas que tu manges ton gâteau de fête. Tu vas prendre du poids. Fait que là, genre, Gigi coupe un minuscule morceau de gâteau, puis en offre à sa mère. Le minuscule demande à sa mère, veux-tu partager? Puis sa mère est comme, je sais pas. T'es sûr, tout ça? Non, juste le petit carré ici. Puis là, t'as genre, basically, Yolanda qui prend une petite larme de glaçage, puis il est comme, c'est trop. C'est ce genre de madame-là, OK? Genre, il y a un terme pour ça. En anglais, ils disent almond mom, maman amande. Tu sais, ta mère qui est comme tout le temps au régime puis qui mange un demi-pamplemousse puis qui est sur Weight Watchers depuis l'époque où c'était Oprah, la porte-parole. Tu sais, ta mère qui a fait comme le régime Jenny Craig parce que Sonia Benezra lui a dit de le faire à un moment donné dans une publicité à la télévision. C'est ce genre de maman-là. Une maman un peu freak sur les bords, qui est toujours sur le bord de l'anorexie, en fait, là, tu sais. Puis qui te shame parce que tu manges. C'est quoi? À un moment donné aussi, Gigi Hadid a dit à sa mère, Yolanda, « Hey, j'aimerais ça faire l'équipe de volleyball. » Puis là, elle est comme, « Mais là, Gigi, tu le sais que ces filles-là sont larges d'épaules, deviennent bâties, deviennent musclées. Tu peux pas faire ça. Elles sont tellement masculines. Fais pas ça. » Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que Yolanda Hadid est une crise de folle et je n'ai aucun remords. Et pour en revenir à la maladie de Lyme, peu importe comment vous le dites. Moi, je dis maladie de Lyme. Moi, je suis convaincue qu'elle a la maladie des implants mammaires, puis qu'elle fait combinée à de l'anorexie, puis qu'elle essaie de nous faire croire que, genre, elle a la maladie de Lyme comme toutes les vedettes à Hollywood. Tu sais, les vedettes à Hollywood, là, vous remarquerez, dès qu'ils disparaissent, là, souvent parce qu'ils sont en rehab, ils sont comme, c'est parce que j'avais le lupus ou la maladie de Lyme. It's never true. It's never true. OK? Non. Tout le monde est passé par là. Tout le monde a la maladie de Lyme à Hollywood. Voyons donc. C'est le désert, il n'y a pas de moustiques. Au Met Gala, les gens qui prennent des risques, c'est des vedettes de la chanson. Un peu comme au MTV Music Video Awards. C'est là que tu as les looks les plus intéressants. C'est vraiment les gens qui sont des entertainers. Les acteurs sont... Souvent, ils essayent d'être sérieux, d'être classiques, d'être inspirants. Ils sont beaucoup dans la nostalgie. Ils essayent ils vont récupérer des vieux looks là, de voûte de Jean-Paul Gaultier ou essayer de pull un Audrey Hepburn un peu. T'sais. C'est plate. C'est souvent très, très beau, c'est souvent très réussi, c'est souvent très glamour, c'est souvent très chic. Mais est-ce que c'est intéressant? Rarement. C'est pour ça que je préfère vraiment les vedettes de l'industrie de la musique parce que c'est chaotique. C'est l'énergie du chaos. Tu sais, il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans, on a vu André 3000 du groupe Outkast. Je suis en train de postillonner sur le micro, mais c'est pas grave. Donc, André 3000 du groupe Outkast qui est arrivé avec un piano sur le dos. Incroyable. C'est insane. C'est ce niveau-là de crazy qu'on veut voir. Parce que la mode, c'est fait pour avoir du fun. Ça sert à quoi d'être un acteur qui porte une robe qu'il aurait pu porter aux Golden Globes, aux Oscars, aux BAFTA? T'sais, pourquoi venir alors? Pourquoi te déplacer jusqu'au Met Gala si t'es pour mettre une robe magnifique, certes, mais une robe que t'aurais pu mettre dans n'importe quelle autre occasion banale. Puis là, je dis banal, les Oscars, c'est pas banal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oh mon Dieu, Lauren Sanchez est arrivée. Mais on l'avait vu, hein, on l'avait entreperçu. J'avais glissé un mot au sujet de Lauren Sanchez. We don't care. Sa robe est... On dirait qu'elle a acheté ça chez Laura. Vous savez, tu connais-tu les magasins Laura? Demande à ta mère. C'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme de tout, tu sais, elle est comme la coprésidente de l'événement ce soir. Il faut qu'elle redore son image parce que personne l'aime. Puis elle a l'occasion de montrer qu'elle a du goût, qu'elle a du flair, qu'elle a une vision, qu'elle a une personnalité, qu'elle n'est pas juste une potiche et la femme de. Puis elle met une robe qui a l'air tirée, genre, des archives du château. Tu sais, les gens... Ouais, mais le château entrepôt, genre.
Encore plus chien, là. C'est comme même pas celui sur comme Saint-Denis-Rachel, là, comme celui au métro Namur, là. Fuck that. Non, là. Je savais. C'est fucking Heidi Klum. Je le savais. Heidi Klum n'est pas capable d'être normale. Ben, sur mon téléphone. Attends, je vais enregistrer Lorraine Sanchez Bezos pour notre monteur. Monique Néron et le maire Marchand. Si jamais on veut les mettre à l'écran, pourquoi pas. On les salue. On est fans. Heidi Klum, qui est habillée en statue momifiée. On dirait comme une gargouille à la basilique Saint-Pierre de Rome, OK? OK, mais Heidi Klum, j'aime quand même ça, parce qu'elle est juste bizarre. Vous vous rappelez son costume de verre? À un moment donné, à l'Halloween, elle est juste un verre de terre. C'est tellement laid. Google ça, Antoine, tu vas capoter. Heidi Klum, ancienne mannequin de Victoria's Secret, qui sort avec un des jumeaux de Tokyo Hotel. Puis c'est ça, c'est la reine de l'Halloween. À chaque année, à l'Halloween, elle fait comme un gros party avec plein de vedettes, right? Puis c'est elle qui host. Puis elle a toujours comme un costume over the top, super extravagant, sur lequel elle a travaillé pendant des semaines et des mois avec une... Ah, c'est-tu Kylie Jenner? Elle a pas de sourcils, je pense. Elle a bleaché ses sourcils. Ah, c'est beau! Oui. Ben, en fait, c'est qu'elle a un corset nude, couleur chair, donc la couleur de sa peau, je vais pas dire couleur peau, hein, parce que that's racist, bitch, mais couleur chair, sa couleur de peau à elle, et c'est comme un corset moulant, donc on voit ses tits, son nombril, sa silhouette de sablier, puis dans le fond, ça respecte complètement le thème de la soirée, en fait, qui est parce qu'à l'intérieur du muséum, les expositions qui vont être mises en valeur sont relatives au corps humain. Fait que c'est une réussite là, sur toute la ligne, ce look-là. Et c'est visuellement beau aussi. Spectaculaire. Ben, je pense que Timothée, il a honte. Je pense que comme sa phase bro, ça a comme pas passé. Moi, là, j'ai vu un article, je sais pas qui l'a écrit, j'ai pas retenu qui l'avait écrit, mais je pense que c'est ça. Ma théorie avec Timothée Chalamet, c'est que pendant tellement d'années, son public, c'est un public féminin. C'était assumé. Timothée Chalamet, c'était le gars qui portait là, des espèces de smoking rouge, dos dénudé sur les tapis rouges. C'était un des rares hommes blancs qu'on aimait voir sur les tapis rouges parce qu'il était audacieux. Il y avait quelque chose de l'ordre du poète maudit dans son look. Les cheveux, le regard mélancolique. Il avait l'air d'un gars qui lit de la poésie, qui est très artistique, qui est très centré sur ses émotions, qui a pas peur d'être vulnérable. Il a joué dans Call Me By Your Name, qui est un rôle, pour des acteurs straight, de jouer des hommes gays, c'est toujours un pari risqué à Hollywood, même encore aujourd'hui. Puis il l'a fait brillamment. C'est un film excellent dans lequel, je veux dire, moi, je lui aurais donné l'Oscar drette là pour cette performance-là dans Call Me By Your Name. Fait que c'est devenu très rapidement le chouchou de ces dames. Sauf qu'à un moment donné, la rumeur qui est sortie d'Hollywood, c'est que les patrons voyaient pas Timothée Chalamet comme un leading man. Parce qu'il était trop, justement, il avait trop l'air d'un soy boy, comme on dit dans la manosphère, d'un gars vegan qui aime le soya, comme un gars sensible, un gars féminin, un gars délicat. Fait qu'il n'envoyait pas l'image du leading man à la mâchoire carrée avec des clavicules apparentes. Comme à l'époque, il misait beaucoup sur le gars qui a l'air d'un capybara, là. Comment il s'appelle? Il joue dans Top Gun, là. Le plus récent Top Gun, Powell, pas Colin Powell, Glenn Powell. Ouais, il joue dans la comédie pas musicale, la comédie romantique aussi avec Sydney Sweeney là. Hollywood, Glenn Powell, c'est ça. Donc il misait beaucoup sur lui puis sur Austin Butler aussi parce que ils avaient des voix graves, masculines, une aura masculine, une énergie masculine, alors que Timothée Chalamet, ben c'est ça, il était élancé, il était pas musclé, Timothée, il est mince, là, c'est un grand gars pour Hollywood, mais il y a une silhouette très délicate, très fragile, puis on est loin du gars qui peut incarner un super-héros de Marvel, t'sais. Fait que les studios, ils ont commencé à paniquer parce que, ben, il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Ils ont besoin de têtes d'affiche. Puis souvent, les boss des grands studios sont pognés dans les années 90. Là. Ils pensent qu'il faut répéter la même recette ad vitam aeternam, puis c'est ça qui va ramener les gens au cinéma. Puis c'est no wonder qu'on a tout le temps des sequels, des prequels. On a tout le temps des dérivés des films qu'on a déjà vus, tu sais. Fait qu'ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut miser sur une autre vedette masculine que Timothée Chalamet parce qu'il attirera pas les hommes en salle. C'est les femmes qui veulent aller voir Timothée Chalamet au cinéma, mais les hommes ne veulent pas le voir. Ils veulent voir des hommes masculins, virils. C'est vraiment une injonction à la virilité, finalement. Puis je pense que pour casser cette image-là, Timothée Chalamet a commencé à
se comportait en douche un peu. Tu sais, comme toute son esthétique a changé. Donc, il a commencé à mettre des vêtements de sport. Il a commencé à sortir avec Kylie Jenner, qui est quand même un idéal féminin conçu pour le male gaze. Puis je ne doute pas que c'est une très bonne personne, Kylie Jenner. C'est rien contre elle. Moi, j'ai rien à dire de négatif. Moi, j'adore la famille Kardashian, by the way. Là. Je suis pas de ceux qui critiquent cette famille-là. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que d'avoir une femme trophée à son bras, d'avoir son esthétique un peu, des vêtements streetwear. À un moment donné, on l'a vu à la télévision commenter le football. Puis c'était comme, oh shit, Timothée Chalamet connaît le football américain. OK, c'est un gars de sport, c'est un gars, un vrai de vrai. Puis c'est toute cette transformation-là qui a culminé, évidemment, avec le film là, sur le badminton, là. Marty Supreme, où est-ce que le personnage est un douche. Fait que pendant toute la tournée de promotion, Timothée s'est comporté en douche, puis ça allait avec le personnage du frère Shafdi, mais en faisant ça, il s'est aliéné son public féminin qui a commencé à le trouver corny, kitten, cringe. Parce qu'on veut pas de cette masculinité-là. Nous, on trouvait que c'était un modèle de masculinité positive qui s'éloignait justement, comme du dictat qui est souvent inatteignable à Hollywood, même pour les hommes. Parce que les jeunes garçons, no wonder que Clavicular, il est super populaire. Les jeunes garçons, ils ont grandi, en se comparant eux autres aussi sur les réseaux sociaux, puis en voyant des vedettes hollywoodiennes comme Chris Hemsworth ou Chris Evans, toutes les Chris, en fait, prendre parce que t'as l'autre aussi fatigant, là, de Guardian of the Galaxy, Chris Pratt, qui est The Worst Chris. Les vrais savent, là, sur Internet, tout le monde s'est entendu pour dire que c'était The Worst Chris, parce qu'il est comme MAGA. Il sort avec la fille de Arnold Schwarzenegger, à ne pas confondre avec le fils de Arnold Schwarzenegger, qui, lui, est un peu plus comme Shagalag. Mais la fille d'Arnold Schwarzenegger, she's giving MAGA, là, elle, ça a l'air d'être une maman amande. OK? Fait que, tu sais, Chris Pratt est en couple avec elle. Anyway, tout ça pour dire que les gars, ils ont vu ça. Tu sais, on a tellement connu une décennie de films Marvel de bord en bord, avec des gars, justement, shootés aux stéroïdes, avec des gros muscles, avec des mâchoires carrées, souvent traficotées avec l'intelligence artificielle. Soit dit en passant, c'est pas naturel, là. Souvent, là, on rajoute des abdos, tu sais, on peut, avec du maquillage, avec genre le CGI aussi, on peut créer des corps, tu sais, en studio maintenant. Mais les gars, ils voient ça quand même, puis ils se sentent complexés par rapport à ça, tu sais. Fait que Timothée Chalamet, il était bénéfique pour tout le monde. Il était bénéfique pour les femmes, il était bénéfique pour les hommes, mais les studios puis les vieux mononcles qui sont à la tête de ces studios-là, qui voient juste la pièce, ils n'étaient pas capables de gérer quelqu'un comme Timothée Chalamet. Fait que lui, il a dû rompre avec son image, qui avait magnifiquement bien construite, puis qui faisait vraiment star du 21e siècle. Puis là, on se ramasse justement avec un Timothée Chalamet qui régresse, qui devient une caricature, qui devient quétaine, puis qui correspond en tout point au fuckboy des années 90-2000 qu'on a connu, tu sais. Fait que... Puis malheureusement, je pense que ça l'a desservi. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas eu son Oscar. Ça, puis le fait que Michael B. Jordan était crissement bon dans Sinners. Il joue deux personnages, tu sais. Puis c'est comme si... En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là, sur la réception de Sinners, qui est un film très confrontant, je pense, pour un public blanc, parce qu'il n'y a pas de blanc gentil dans ce film-là. C'est des vampires, puis ils se font massacrer à la fin. Right? Puis je pense que tout le monde a un peu passé par-dessus la performance de Michael B. Jordan, parce qu'après Timothée Chalamet, les gens étaient comme, ça va être Léo qui va l'avoir. Mais pourquoi Michael B. Jordan n'a jamais été considéré, jamais été vu comme un gagnant crédible, alors que, tu sais, pourquoi? Il a gagné le Actors Award décerné par son propre milieu, par ses pairs. C'est lui qui l'a emporté. Il a battu les autres. Timothée Chalamet, il avait gagné le Golden Globe pour Marty Supreme, mais parce qu'il était nommé dans la catégorie comédie. Au Golden Globes, on récompense les meilleurs acteurs dramatiques et les meilleurs acteurs de comédie ou de comédie musicale. Fait que c'est des catégories à part, mais il n'y a jamais eu le lead. C'est pas vrai que Timothée Chalamet avait le lead dans cette course-là. T'sais. C'est une illusion qu'on avait. Bref, c'était un long laïus quand même. Ouais, OK, c'était bon, OK. Je regarde ma boss, je suis comme, OK. J'ai-tu une job demain matin ou quoi? Genre, OK. Ah, pas Abella, Hailey Baldwin, qui est Hailey Bieber maintenant, que dis-je? Ouais. C'est parce qu'elle fait partie de la dynastie Baldwin, qui a genre 15 frères et sœurs. Ben, 15 frères. C'est très beau ce qu'elle porte. Hailey Bieber, qui pendant des années était un peu dans l'ombre de Selena Gomez, hein, elle a vraiment été victime d'une campagne de salissage qui a récemment pris fin. Je pense que tranquillement, elle arrive à s'imposer comme une figure sympathique. Mais pendant longtemps, tu avais les fans vraiment obsédés de Justin Bieber puis de Selena Gomez qui continuaient de croire que ce couple-là
aurait dû survivre. Je regarde la couverture assurée par Ashley Graham puis Cara Delevingne, puis clairement, les vedettes ne veulent pas s'arrêter pour leur parler parce que là, c'est la deuxième personne vivant avec un handicap qu'elles ont à leur micro. Puis honnêtement, puis je le dis, parce que c'est pas vrai que Hollywood, c'est le royaume de la diversité, right? C'est pas vrai. C'est juste une mode. C'est juste une période. C'est pas sincère. C'est de la diversité de façade, comme on dit. Fait que oui, là, ils mettent la fille qui est en fauteuil roulant, puis ils lui parlent, puis ils font sentir qu'elle est importante, mais dans les faits, genre, elle va avoir aucune photo d'elle sur aucun site à Potin ce soir. On va pas savoir c'est quoi son nom. On va pas lui demander qui l'habille. T'sais, on va rien retenir de tout ça. C'est juste pour faire semblant que c'est un milieu inclusif, alors que ça l'est pas. Puis moi, ce que ça m'indique, ça c'est que vraiment, il y a pas grand monde qui veut parler aux intervieweuses ce soir, aux reporters qui sont là sur le terrain ce soir. Parce qu'elle se ramasse vraiment avec des gens qui sont willing, disponibles, puis c'est des D-list celebrities là, depuis tout à l'heure. Là. Ou des gens comme Gigi Hadid qui sont clairement des yacht girls. Que l'industrie se passe all around. Ah, Serena Williams vient d'être... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Lara! J'allais tellement caler! Oh shit! Regardez ce qu'elle porte! Regardez ce qu'elle porte! Non! Je le savais. C'est tout ce que j'ai décrit. C'est tout ce que j'ai décrit. La robe argentée effet mouillé que tu retrouves chez fucking Urban Planet, c'est ça qu'elle porte. Pour vrai, Serena Williams, une fois sur deux, elle a l'air d'une patate au four. Il y a un amour de l'aluminium chez cette femme que je ne comprendrai jamais. Alcan, appelez-la. Genre, clairement, elle cherche à être la porte-parole d'une entreprise liée au secteur de l'aluminium. Parce que c'est tout ce qu'elle nous offre depuis les 10 dernières années. Je sais pas, 10, que dis-je? 15, 20 dernières années. Serena sait pas s'habiller. Puis c'est pas normal. Elle a accès à beaucoup d'argent, OK? D'abord comme athlète, comme femme d'affaires. Puis aussi, elle est mariée avec le fondateur de Reddit, OK? Alexis Ohanian. Ce gars-là est plein de cash. Son mari, il fait partie de la Big Tech. Chris, c'est le gars derrière Reddit, un des cofondateurs de Reddit. C'est son mari. Donc, c'est pas vrai. Elle a des sous, là. Elle est capable de s'habiller, là. C'est pas, tu sais, des fois, t'as des vedettes. Mettons, Alyssa Liu. Là, c'est une bonne année pour elle. Ah, bon, Sabrina Carpenter vient d'arriver. OK, là, ça commence, là. Là, ça se passe, là. J'aime ça. Elle porte comme des bobines de films. Tu sais, comme quand tu faisais rewind sur des vieilles cassettes VHS, là. Puis là, des fois, tu les défaisais comme ça. C'est ça qu'elle porte. Mais c'est très beau. C'est très, très beau. Ouais, j'aime ça. Mais pour en revenir à Serena, c'est un vrai problème. Elle a de l'argent pour s'habiller. OK? C'est pas normal. Elle a accès à des grands couturiers. C'est une athlète. Puis des fois, c'est ça. T'as des vedettes D-list un peu, ou tu sais, des athlètes. Justement, des vedettes qui sont un peu en marche. Tu sais, tantôt, on parlait de Angel Reese, une joueuse de basket qui a fait le tapis rouge, qui était magnifique. Des fois, les maisons de couture sont pas nécessairement intéressées à habiller ces gens-là. Parce que c'est pas des vedettes A. OK? Fait que des fois, ces vedettes-là dépendent du linge qu'on accepte de leur prêter. Très souvent, là, les vedettes là, qu'on voit là, sur le tapis rouge, ils n'achètent pas leurs vêtements. C'est du linge qu'on leur prête. C'est des grandes maisons de couture qui sont comme ce soir, moi, je veux t'habiller, je t'envoie ce morceau-là, je t'envoie ces bijoux-là. Il y a très peu... Oh, ça, c'est de Chloé Mal, la successeur de Anna Wintour. Je l'aime beaucoup, tu sais. Tu sais, le tu s'adresse à Rosalie, ma patronne, qui est encore dans la pièce avec nous. Je le précise pour les gens qui écoutent la balado, ou le podcast, peu importe. Chloé Mal, successeur de Anna Wintour, elle parle. Tu sais, elle est vivante, elle est dynamique, elle a l'air sincère, elle a l'air authentique, elle a l'air naturelle, décoincée, ça fait du bien. Après des années à parler avec la madame qui a des visières. Ça fait du bien. Elle a l'air un peu untrained, elle aussi. Comme je le disais pour Connor Story, c'est quelqu'un qui n'a pas encore formellement un entraînement, un coaching fait par une boîte de relations publiques, puis qui a cette espèce de candeur encore des débuts de la célébrité, qui nous permet d'avoir accès à la vraie Chloé Mal. T'sais. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. On se revoit en 2027, les loulous. Elle va être encore plus fermée qu'une huître. Au bar Henrietta. Ça, c'est César? César, la chanteuse de R&B que j'adore, qui est magnifique. Oh non, Serena Williams est là avec sa vieille robe. Là. Non, Lala Anthony ment, mais OK, fine.
C'est Marc Jacobs qui est derrière cette tragédie-là. Mais Marc Jacobs, il doit cesser, là. Il doit juste cesse. Tais-toi. Va-t'en. Dehors. Quitte. Bye, j'ai dit. Bye, Marc. C'est assez. C'est fini, on a fait le tour. Laisse-nous tranquille. Shush away. Bye, bye. Ferme la porte derrière toi. Oh mon Dieu. Serena Williams qui est en train de raconter que quand elle était petite, elle faisait des robes pour ses poupées. Qu'elle prenait des morceaux ici et là, puis qu'elle cousait. Ben oui, c'est ça. Ça paraît, si Chris, tabarnak. C'est ça, là, t'as ramassé des affaires puis tu t'es construit une robe ce soir, ma vieille. Oh non. C'est tout le temps laid. C'est tout le temps laid. J'en viens pas. Puis le contraste avec Vénus, c'est ça qui est violent. Fait que c'est là que tu sais que c'est un enjeu personnel, de manque de goût, là. César est belle, mais on dirait qu'elle porte une combinaison de choses qu'on a déjà vues sur le tapis rouge. Puis c'est pour ça que je commande pas davantage. Ah mon Dieu, il y a la... Comment qu'elle s'appelle? Suki Waterhouse. Stop trying to make... Non. Oui, ça, c'est arrivé. Puis à un moment donné, ils ont été vus ensemble dans un parc en train de lire Lolita, which is... Non. Mais stop trying to make Suki Waterhouse happen, comme on dirait dans Mean Girls. Parce que c'est la fille, c'est comme une mannequin qui sort en ce moment avec Robert Pattinson, c'est la mère de son enfant, et qui est Batman. Ça, c'est mon imitation de Batman. Depuis les films de Christopher Nolan, c'est comme ça qu'il faut dire I'm Batman! Parce que sinon, c'est pas crédible. C'est une femme magnifique. Puis apparemment qu'elle sait chanter aussi. Là. Une fois de temps en temps, Spotify essaye de m'enfoncer une de ses tunes dans la gorge dans les contenus suggérés sur Spotify basés sur mes goûts. Et c'est pour ça que je sais que l'algorithme et les ordinateurs ne nous remplaceront jamais, car ils font fausse route, j'haïs ça, sa musique. Je trouve pas ça bon. Non, c'est pas du tout dans ma palette. It sucks. Très belle fille, mais c'est ça, on essaie de nous faire croire que c'est une personnalité publique. Personne parle de Suki Waterhouse, jamais, genre. Quand même pas intéressante, là. Est-ce que c'est Margot Robbie? Oh! Je pensais pas qu'il restait des gros canons comme ça, là. Je pensais pas que Margot, elle serait là ce soir. Elle fait-tu encore la promotion des Hauts de Hurlevent? Il me semble que c'est fini, cette affaire-là. Là. Ça fait genre depuis... c'était en février dernier que c'est sorti. Parce que d'habitude, on va se le dire, les vedettes qui viennent sur le tapis rouge, c'est aussi des gens souvent qui sont là pour faire la promotion d'un projet, right? Fait que, tu sais, tu t'attends, tu te dis, OK, il y a un blockbuster qui va sortir cet été. C'est comme là, Le Diable s'habille en Prada vient de sortir. J'en ai parlé dans l'introduction. Of course, Anna Thaoué est là. C'est sûr, ça va de soi. C'est étonnant de ne pas voir Meryl Streep, mais je comprends, Meryl est tannée, là. On parle de Sabrina Carpenter, là, qui est sur le tapis rouge avec Lala Anthony. My dream. Jonathan Anderson, the genius that he is, and Dior, the whole team is so... I can't even express my love and gratitude for them. Habillé par Dior, c'est bien. Parce que Dior a la fâcheuse habitude d'habiller les vedettes en madame. Il y a eu toute la... Oh, j'ai de la misère à en parler encore à ce jour. Jennifer Lawrence, au prime de sa carrière, habillée par Dior, muse de Dior, les pires vêtements. Pire vêtement ever. La seule belle robe qu'elle a eue avec Dior, c'est la robe qu'elle avait quand elle a remporté son Oscar. Celle où est-ce qu'elle a trébuché. Là, puis la robe était tellement large. On aurait dit une robe de princesse Sissi, là, de Romy Schneider un peu, là, dans les vieux films qu'on voyait à TVA. Là. C'était une grosse robe. Magnifique. Le reste, Madame! It was giving Madame. Genre Madame avec une petite sacoche. Là. C'était pas... Tu sais, Jennifer Lawrence, elle a quoi, mon âge? Elle a... J'ai 36. Elle doit avoir 34. Jennifer Lawrence? Je pense Lopez? Non, Lopez, irrécupérable. Irrécupérable. Si elle est là ce soir, c'est sûr qu'elle porte quelque chose de doré. Écoute, chatoyant, doré, avec du maquillage nude, avec un peu de maille transparente. Ça va être laid, là. J-Lo, là, elle a arrêté de surprendre quelque part en 2006, là. Elle a une belle robe à son actif. Une. C'est la robe Olive. Ah, ben oui, Versace, bien sûr. Ça, c'est la robe qu'elle portait avec Didi aux Grammys en 1990. Tu sais que cette robe-là, c'est à l'origine de Google Images? Ouais.
Oui, c'est l'histoire derrière. C'est que cette robe-là, elle a brisé l'Internet avant même que l'Internet soit un thing chez nous, dans nos foyers respectifs. Elle a foulé le tapis rouge, donc, avec P. Diddy, Puff Daddy à l'époque, un de ces noms-là. Ils étaient en couple. Puis il l'accompagnait au Grammys, si je me trompe pas, et J-Lo est arrivée avec cette robe-là, verte, échancrée, où on voyait les seins. C'est l'époque là, où c'est nouveau là, de taper les seins puis de les remonter jusqu'ici pour qu'ils collent sur ta robe, là, puis qu'on voit comme tout ton décolleté féminin. Là. Puis c'était échancré en haut, puis c'était échancré en bas, la robe de J-Lo, puis ça a brisé. Écoute, à l'époque, c'est comme si tu le voyais pas au téléjournal le soir, tu pouvais plus jamais le revoir. Il fallait que tu attendes d'avoir le magazine 1, 2, 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, dépendamment du type de magazine, si c'est un magazine à potins ou si c'est un magazine, genre une vraie publication comme justement le Vanity Fair ou le Vogue. Bref, cette robe-là était surréaliste. C'est comme si c'était une robe du futur. Ça lançait les années 2000, tu comprends? C'est juste avant comme le bug de l'an 2000, genre. Fait que dans la tête de tout le monde, c'était tellement futuriste, c'était comme une vision. On n'avait jamais vu ça. En 2000, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le tournant, là, tu sais, du 21e siècle. Elle arrive avec cette robe-là qui a redéfini les contours de la mode féminine, là. Après ça, c'est rendu la norme, la robe échancrée. Mais à l'époque, ça ne se voyait pas, genre, tu sais, je pense, la dernière personne à avoir eu des looks comme ça, c'était Cher, là. Beyoncé, elle a le même problème que Serena Williams. On le sait. C'est pas bien s'habiller. Pas capable. Pas de goût. C'est inné. C'est ça qui est... Mais en même temps, elle a une vision dans ses vidéoclips, dans son art. Tout est millimétré, là. Tout est précis dans la vision de Beyoncé quand il est question de musique, puis de la direction artistique de ses albums. Mais dans la vie de tous les jours, dans les événements, dans les choses qui échappent à son contrôle, où les autres dictent les règles du jeu, Beyoncé n'est jamais capable de les respecter, là. Ah, ça paye mal. Ça va être une catastrophe. Un désastre. C'est impossible que ça soit beau. Impossible. J'ai tout prédit. Est-ce que j'ai pas prédit la robe de Serena Williams? Fucking robe mouillée, argent, là. Oh, mon Dieu. Ça va me tenir réveillée cette nuit. Oh, mon Dieu! Ben, vous voyez, Dazed, je suis sur la page, on parle justement de la robe de J-Lo. Ben, c'est ça. Parce que cette robe-là, de Versace de J-Lo, la robe verte, elle avait été portée avant ça par Jerry Halliwell, des Spice Girls. Mais Jerry était blonde, fait que personne n'en a parlé parce que c'est sa pire couleur. Comme, non, on n'a pas... Depuis qu'elle est blonde, elle est plus intéressante. Elle avait été portée par Donatella elle-même. Mais c'est vraiment J-Lo qui en a fait un phénomène culturel. Et comme je disais, à l'époque, c'est ça que tu le voyais en direct à la télévision ou après, genre dans le bulletin de nouvelles, mettons, genre t'écoutais Flash avec ta mère. Puis après, tu la voyais plus jamais. T'sais, il fallait que t'attendes qu'on imprime la photo pour y avoir accès. Donc, dans un magazine, par exemple. Et là, les créateurs de Google se sont dit « Hey, mais on dirait que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit tous obligés d'être rivés devant nos télévisions plutôt pour avoir accès à quelque chose qui est sur toutes les lèvres, qui fait partie de la conversation culturelle et sociale. » Et c'est ça qui est à l'origine de Google Images, de trouver un moyen de revoir des images, de stocker la mémoire des images sur l'Internet. Voilà, vous savez tout maintenant. Ça manque un petit peu d'envergure cette année, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à passer au travers de ce moment-là avec vous, de cet événement formidable, de gift that keeps on giving. Hey, je vais travailler mon accent davantage. Je pense que ça fait 2 heures que je parle, fait que c'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Mais ouais, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de Bitchologie. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ça sera pas toujours aussi chaotique. Des fois, on va avoir des moments vraiment en studio où on va jaser avec des invités. Des fois, ça va être moi qui va vous chuchoter dans le creux de l'oreille des cochonneries. Non, pas des cochonneries, mais peut-être. Peut-être que si vous payez plus. Avec un abonnement supplémentaire. Peut-être des petits messages coquins directement envoyés dans votre boîte vocale. Non, mais plus sérieusement... J'espère que vous allez être de l'aventure Bitchologie, donc on va continuer ça, là. Un épisode aux 2 semaines, puis on verra comment ça va. Tu sais, on essaie des affaires, on se prend pas trop au sérieux, on se prend pas trop la tête, on va voir comment ça va, c'est quoi notre inspiration, qu'est-ce qu'on a le goût de faire, qu'est-ce qu'on a le goût de présenter. Alors, ouais, c'est ce qui wrap up notre premier épisode de Bitchologie. Merci d'avoir été là. Salut à toute l'équipe en studio avec moi. Antoine, c'est quoi ton nom de famille? Motès Lebel, Rafi, est-ce que tu peux dire ton nom? Je suis pas capable de le prononcer. Je suis pas payé assez fort. Pas payé assez cher, ni assez fort, il faut le dire, c'est le mot. Pas payé assez cher pour retenir vos noms, là. Je suis désolée, là. Je serai jamais cette animatrice-là qui amène du champagne pour toute l'équipe, là. C'est pas moi, it's not me, là. Comme il y a des chips ici, prenez ça, là. Rafi, ton nom?
Silagui, OK. Donc, Antoine Montez. C'est un gros fail! Oh mon Dieu, je suis déjà un monstre. Et Rosalie Granger. Dites vos noms vous-même, là. Vous êtes des grandes personnes. Présentez-vous! Fait que merci à tous les trois d'avoir été là puis d'avoir été mon soutien moral durant cette période éprouvante. Quand Rosalie, ma boss, m'a dit de faire ça, je savais pas ça allait être bon. Je savais pas. J'avais peur de sonner comme Céline Galipo durant sa couverture des Jeux olympiques de Paris il y a quelques années. Puis c'était pas nice. C'était pas très bon. Puis j'avais peur d'être comme ça, mais on adore Céline Galipo. #mother. C'est pas contre elle. C'est juste que c'était peut-être pas sa niche. C'était peut-être pas le bon casting. Puis moi, j'avais peur de pas être bonne non plus pour ce premier épisode de Bitchologie. Wow, c'est une super façon de vendre mon balado. En fait, je dis ça pour aller à la pêche aux compliments. Je veux que vous m'écriviez pour me dire que j'ai été exceptionnelle et que vous avez adoré ça et que vous êtes des fans convertis. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Bisous, bye!